L'invité de la matinale. KTO Radio. L'invité des matinales est ce matin Pierre-Yves Gomez, économiste et professeur à l'EM Lyon. Bonjour Pierre-Yves Gomez. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez écrit de nombreux livres sur le travail, la gouvernance de l'entreprise, l'écologie humaine, le capitalisme, dont l'un des derniers, L'esprit malin du capitalisme, a été publié aux éditions DDB. Alors, à l'occasion des entretiens de Valprès qui se tiennent ce vendredi et samedi à Lyon, nous vous proposons de parler du travail, du sens du travail. Vous êtes l'un des intervenants au cours de ces rencontres qui rassemblent des acteurs du monde économique. Peut-être qu'on peut d'ailleurs commencer par le thème général de cette rencontre. Cette année, c'est le travail sans dessus-dessous, avec un jeu de mots d'ailleurs autour du sens. De fait, le rapport au travail est en pleine mutation dans notre société. Est-ce que c'est votre observation et qu'est-ce que vous souhaiteriez nous dire à ce sujet? Je crois que c'est difficile de ne pas constater que le rapport au travail évolue. D'ailleurs, il faut bien préciser de quel travail on parle. C'est le rapport au travail professionnel. C'est le travail en entreprise ou dans les organisations qui est en mutation. C'est vrai. C'est vrai non pas parce qu'on travaille moins, mais parce qu'on travaille très différemment qu'il y a 20 ans. Et on travaille très différemment pour au moins une raison. On y reviendra sûrement dans l'entretien sur les différentes raisons, mais au moins une raison, c'est qu'on travaille bien davantage en dehors de l'entreprise. Dans ce qu'on appelle le travail du consommateur, le travail collectif, le travail associatif. Il y a énormément de travail qui a été rendu possible, notamment par l'Internet. Et qu'est-ce qui vous marque, vous, Pierre-Yves Gomez, dans ces évolutions? Est-ce que vous repérez des marqueurs significatifs? C'est le fait que pour une grande partie des personnes, lorsqu'elles sortent du bureau ou de l'entreprise, elles partent avec un téléphone portable et un ordinateur qu'elles peuvent utiliser de chez elles pour travailler. Pas travailler pour l'entreprise, travailler à autre chose. Commander, créer avec d'autres. Le travail est sorti de l'entreprise, de l'organisation depuis la diffusion de l'Internet. Ça a été une transformation majeure de notre rapport au travail, qui a conduit une transformation majeure de notre rapport au travail, parce qu'il n'y a pas un lieu qui détient tous les moyens de production, qui s'appelle l'entreprise, dans lequel on allait pour rajouter sa force de travail, comme on disait, afin de produire. Il y a beaucoup de lieux où on peut produire, à commencer par chez soi. Et alors évidemment, on pense à l'impact qu'a eu la période Covid et la généralisation dans beaucoup d'entreprises du télétravail, du travail à domicile. Donc, tout à fait, d'où l'impact. Impact du télétravail, donc du fait qu'une partie du travail en entreprise est déportée, et donc accomplie chez soi, mais aussi que la frontière entre le travail professionnel et le travail privé, travail multiple que l'on peut conduire avec les mêmes outils que ceux qu'on utilise chez soi pour travailler pour l'entreprise, cette frontière est devenue extrêmement étanche. C'est-à-dire qu'on peut passer au cours d'une journée, d'autant plus si on est en télétravail, d'un travail pour soi, un travail pour l'entreprise. Et donc cette rupture qui était très nette pendant des années, notamment lorsque on pense tous à Charlie Chaplin, les machines-outils, on devait se rendre sur un lieu pour avoir des outils de production. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins net. Est-ce que cela génère de nouvelles aspirations par rapport au travail du côté de ceux qui travaillent, du côté des travailleurs, du côté des salariés? Au-delà des aspirations, ce sont des représentations très différentes. On ne se représente pas le travail dans un lieu et on ne se représente pas le travail dans une hiérarchie comme on se le représentait il y a encore 30 ans. Pas dans un lieu, je viens d'expliquer déjà à plusieurs reprises, parce que on peut travailler de chez soi très facilement, mais pas non plus dans une hiérarchie parce que c'est devenu très latéral. On peut trouver des experts, y compris sur sa façon de faire, en dehors de son entreprise, très facilement, et peut-être des experts meilleurs que des managers qui sont supposés nous manager. Donc le rapport très vertical qui paraissait évident, il y avait ceux qui savaient moins, ceux qui ne savaient pas du tout, aujourd'hui est évidemment complètement bouleversé, parce qu'on peut, ou croit pouvoir, ou croit savoir, de manière beaucoup plus large que la guerre. Et donc le rapport à l'organisation a changé.
au-delà du rapport au travail lui-même, le rapport à l'organisation a changé. On n'est pas obligé de passer par une organisation pour bien travailler. Ce qui Et rend le, parfois, ce qui rend le management évidemment plus complexe, on imagine. complexe. Et parfois, on a même l'impression que on peut mieux travailler sans passer par l'organisation. D'où cette crise du travail, notamment chez les jeunes générations, très, très habituées à ces outils, qui attendent une valeur ajoutée de, de l'organisation, du management, parce que eux sont habitués à travailler en collectif en dehors des organisations. Avant d'aborder la question des défis que cela représente pour les entreprises, un mot sur aussi cette aspiration au bien-être au travail, ce qui est une aspiration dont on sent qu'elle est de plus en plus forte. Alors là, je serais plus nuancé cette question, parce que je pense que l'aspiration au bien-être, elle a toujours existé. Il n'y a aucun moment de l'histoire du travail, les collaborateurs aspirent au mal-être ou se désintéresser de la question du bien-être. Elle est devenue très prégnante sous cette terminologie-là, le bien-être, au fur et à mesure que l'individualisation, une déviation très narcissique d'ailleurs, s'est déployée dans la société. Elle est associée à une façon de se représenter l'individu. En fait, il ne s'agit pas simplement de travailler de manière correcte, en sécurité, accompagné par les autres, solidaire. Il s'agit aussi de travailler de façon à y trouver un plaisir. Pas seulement un intérêt, un plaisir. Parce que toute notre société est une société qui s'évalue, qui évalue la qualité des relations, la qualité de notre position dans le social, par rapport au plaisir qu'on peut obtenir. Or, le Et rapport au évidemment, réel, évidemment, est complexe parce que le travail n'est pas toujours une partie de plaisir. mais pas seulement le travail, la consommation, bien sûr c'est très fantasmatique, bien sûr que c'est exagéré, mais il se trouve que c'est la conception dominante de l'individu, hein, c'est pas l'individualisme qui importe, c'est l'individualisme narcissique, c'est-à-dire qu'il centre tout sur lui et sur sa capacité à trouver les choses agréables. Euh, et c'est pas que le travail, hein, c'est pas le travail qui est un effort. La consommation est aussi un effort. C'est pas simple de consommer. Hein. Il faut passer par plein d'opérations. Et on cherche la consommation la moins générative d'efforts possibles, d'où le succès d'Amazon, par exemple, où il suffit d'appuyer sur un bouton et on a l'impression que tout est possible, quoi, avec très très peu d'efforts. Donc cette recherche du bien-être dans ce sens-là, elle est générale, donc en particulier, elle s'est déployée sur les lieux de travail. Et alors du coup, Pierre-Yves Gomez, face à ces évolutions que vous décrivez, l'entreprise, est-ce qu'elle est tenue à s'adapter? Comment cela se passe? Quelles sont vos réflexions sur le sujet? Alors, elle est tenue à s'adapter, ça certainement, parce qu'on n'imagine pas qu'elle continue. Celles qui seront éliminées, ce sont celles qui ne s'adapteront pas, parce qu'il se trouve que c'est la nouvelle façon pour les collaborateurs, mais aussi les consommateurs, de comprendre les relations sociales. Donc bien sûr qu'elles sont obligées de s'adapter. Mais s'adapter, ça ne veut pas dire... je crois que la mauvaise réponse, ça serait de s'adapter au pire de la société. Parce que au pire étant une sorte d'individualisme narcissique tellement exacerbé qu'on n'arrive plus à faire de commun. C'était un sujet qui est très discuté aujourd'hui. Hein. Comment construire une société lorsqu'elle est extrêmement fragmentée? Cette question qui est générale pour la société, elle est particulière pour l'entreprise. Comment faire commun dans une entreprise lorsque les collaborateurs ont tendance à se vivre dans une société très fragmentée? On aimerait que vous nous donniez quelques éléments de réponse. Alors, je n'ai pas deux réponses, mais des éléments, ils vont passer par des choses assez simples finalement. D'abord, une société fragmentée est une société qui a besoin de lieux de confiance. C'est paradoxal, mais plus vous allez sur Internet, et plus vous savez que vous pouvez trouver tout et n'importe quoi. Et donc, on a besoin de lieux dans lesquels on a confiance. Des gens de confiance. Voilà. Donc, la confiance, c'est pas la cerise sur le gâteau ou un supplément d'âme. C'est absolument indispensable pour maintenir du lien lorsque
les choses se fragmentent. Or, l'entreprise peut se penser comme un lieu de confiance. Et doit, à mon sens, se penser comme un lieu de confiance. Ce qui revient à remettre en cause une vision, une conception très brutale des stratégies ou du management qui consiste à, vous savez, au nom de, il faut se transformer, il faut être agile, il faut suivre le monde qui évolue très vite, à détruire la confiance sur le long terme à l'égard de l'entreprise. Plans sociaux répétés, changement de stratégie tous les 3 ans, changement de management. Donc cette accélération, cette vibration permanente a détruit beaucoup de confiance. Et voilà, premier point, faire de nouveau l'entreprise un lieu, un espace dans lequel on a confiance. Quand on regarde les statistiques sur l'entreprise, on voit que l'entreprise comme lieu de confiance décline depuis 20 ans. Alors que dans les années 70 encore, l'entreprise c'était un lieu de confiance. C'est un lieu d'affrontement, je ne suis pas en train d'idéaliser. C'est un lieu d'affrontement, de combat, peut-être de l'aliénation pour certains, voilà. Mais c'était un lieu dans lequel on avait confiance, c'était une confiance sociale. Oui, ça a beaucoup évolué et je pense qu'il y a un enjeu à ce que l'entreprise devienne de nouveau un lieu de confiance. Deuxième point qui me paraît essentiel, c'est renouer avec la réalité du travail et du travail bien fait. Ce qu'on a ignoré pendant des années, c'est la qualité du travail. On a beaucoup mis l'accent sur la qualité du produit, ou sur le résultat, bien sûr, le résultat financier en particulier, mais pas seulement, la performance, la productivité, etc., mais pas sur la qualité du travail. Or, on parle beaucoup de la question du sens du travail, qui est une fausse question, à mon sens. La vraie question, c'est la question d'essence du travail. Tout le monde ne met pas les mêmes sens dans le travail. Le travail se réalise, écrit des histoires, écrit plein de choses, des solidarités entre les personnes. Voilà. Or, quand on a négligé ça, on a négligé l'essentiel. Et l'essentiel, c'est que quand on travaille, on est mu par le désir de bien travailler. Sinon, le travail est épouvantable, devient un effort insupportable. C'est parce qu'on a le sentiment de faire quelque chose d'utile, quelque chose de beau, quelque chose de bien, qu'on est prêt à accomplir l'effort nécessaire. Et qu'on ne me dise pas, mais non, on travaille pour gagner de l'argent. Personne ne travaille pour gagner de l'argent. Tout aux égal par ailleurs. Si vous avez le choix entre gagner 1000 euros en faisant quelque chose d'inutile et 1000 euros en faisant quelque chose de très utile et de passionnant, vous allez choisir évidemment ce qui est utile et passionnant. Donc ce qui pousse, ce n'est pas les 1000 euros. On les trouvera toujours des 1000 euros en travaillant. Ce qui pousse, c'est ce qui rend soutenable le travail. C'est que c'est engageant, comme c'est engageant, c'est que ça produit du sens, quoi. Ça produit de l'utilité, ça produit du beau, du bien, voilà. Et toutes les enquêtes que j'ai faites sur le travail, c'est que le point commun et frappant, c'est que tout le monde dit la même chose, que ce soit le dirigeant, le manager, jusqu'à le personnel d'entretien, et j'ai interrogé toutes ces personnes, c'est toujours la même chose, c'est je n'arrive pas à bien travailler, je n'ai pas le temps de bien travailler, ou je suis empêché de bien travailler, etc. Et donc, ça, on a négligé pendant longtemps, et aujourd'hui, ça devient essentiel, parce que ce qui va faire commun entre les collaborateurs, c'est pas le projet nécessairement, c'est le fait qu'on respecte, qu'on reconnaît que ce qu'ils font, ils ont les moyens, plus que les moyens, ils sont invités à bien le faire. C'est l'objet, la finalité même de l'entreprise, c'est la vocation de l'entreprise. Je voudrais vous poser une dernière question, Pierre-Yves Gomez. La doctrine sociale de l'Église n'a pas été écrite hier. Est-ce qu'elle demeure, est-ce qu'elle est pertinente au cœur de ces évolutions qui sont, somme toute, rapides? Conclusion en 1 minute. Je crois que c'est le paradoxe apparent, c'est que des textes ont été écrits il y a longtemps, sont aujourd'hui d'une fulgurante actualité. Cette vision du travail qui est très portée par la doctrine sociale de l'Église, en fait, c'est la vision dont on a besoin aujourd'hui dans le monde des affaires. Restaurer la dignité du travail et du travailleur, c'est restaurer la possibilité pour l'entreprise de faire de nouveau commun, de faire de nouveau un acteur qui compte dans la société. Donc les chefs d'entreprise, comme les managers, auraient intérêt, bénéfice à lire ou relire ce qu'a apporté la doctrine sociale de l'Église sur cette question du travail.
Merci beaucoup Pierre-Yves Gomez de nous avoir partagé vos réflexions. Évidemment, on souhaiterait en savoir plus, mais alors tout simplement ceux qui sont dans la région lyonnaise, vous pouvez rejoindre les entretiens de Valpré. Et puis, on peut vous retrouver, vous lire L'esprit malin du capitalisme aux éditions DDB, c'est l'un de vos derniers ouvrages. Pour ceux qui veulent en savoir plus aussi sur les entretiens de Valpré, je rappelle ce site internet entretien au pluriel de valpré.org. Je rappelle, Pierre-Yves Gomez, que vous êtes économiste et professeur à l'EM Lyon. Merci infiniment d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous. Merci à vous.